Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir concédé ce retard sensible à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, le dernier d'ailleurs, pour le compte de cette semaine. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Et si vous avez encore un programme à faire à Cotonou ou à Glodjigbe, si vous avez à braver dame pluie, eh bien prenez la disposition qu'il faille et prions qu'il y ait plus de ces pluies, une telle pluie, sinon Cotonou risque de disparaître des différentes contrées du Bénin. Allez, merci pour nous l'avoir concédé ce retard de plus d'une bonne trentaine de minutes. Arnaud Mori, Yagua et Roland Torinquet sont là, bien pour les différents points, les différents exercices. L'un pour la une des journaux. Arnaud, bonjour. Bonjour Freddy Loïs Davor, bonjour téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM sous cette forte pluie. Bonjour à vous Laurent. Bonjour Loris et Freddy Davor, bonjour Mori Agua et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui, Mori parle de pluie, mais il l'a pas subi comme nous. Donc, il n'a pas à se plaindre, puisque vous n'avez pas subi la pluie. Peut-être que vous avez pris les dispositions qu'il fallait depuis hier. Vous y avez anticipé, mais moi non. Oui, bon, vous n'aviez pas le choix. Moi, j'avais une boîte d'allumettes garée sur la cour et donc il fallait choisir entre la boîte d'allumettes et la moto. Donc, j'ai dû sauter dans cette boîte d'allumettes-là. Oui. Et c'est grâce à elle, je parle d'une voiture. C'est grâce à elle que je suis venu ici et je n'étais pas mouillé. Et vous savez, par contre, vous savez que déjà mercredi dernier, c'est la journée mondiale de la charité. Et qui dit charité dit solidarité. Et puisque vous savez que Cotonou est sous une forte pluie et que vous savez qu'on devait partager ce plateau, cette charité devrait primer. Vous devez passer chez moi, me chercher. Non, pas chez vous, mais vous n'êtes pas sur mon tronçon. Moi, je suis à Godomé, vous êtes jusqu'à Cotonou. Je n'ai pas parlé de tronçon. Ça, ce n'est pas passer chez moi, ça, c'est aller vous chercher. Voilà. Et imaginez-vous à quelle heure j'ai quitté la maison aussi, parce que j'attendais que la pluie finisse, j'attendais, ça ne finissait pas, j'ai quitté la maison à 8h20. Moi, je vous fais ce procès parce que vous savez que nous avons ce plateau à partager et vous m'avez laissé subir cette pluie. Oui, Laurent, bonjour. Bonjour, en fait, moi, je dirais que moi, j'étais là depuis 6 heures, c'est vrai, je n'ai pas subi la pluie. Mais en fait, il faut comprendre, Maurice, il parlait de boîtes d'allumettes. Et donc, tout à l'heure, tu disais que Cotonou risque de disparaître. Donc, comment vouloir que l'autre amène ta boîte d'allumettes dans de l'eau à Cotonou? Il partage cette même ville avec moi. Oui, justement, mais il ne faut pas le mettre en difficulté avec sa boîte d'allumettes. Peut-être que je n'avais même pas la certitude que la boîte d'allumettes allait m'amener à Glo. À revenir à Cotonou, vous cherchez, c'était encore augmenter les risques. Donc, revenir à Cotonou avant qu'on ne revienne à Glodjigbe, ça aurait été. On va suggérer à M. Huito d'inclure peut-être ce point d'obligation de solidarité dans le règlement intérieur de Eden Télévision et Diaspora FM. Non, on va lui demander plutôt de vous faire un prêt et de vous acheter une voiture. Alors, on va maintenant passer à la une des journaux. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Sans transition, nous démarrons la une des journaux par La Nation. La Nation qui titre ce matin « Autorisation de ratification à l'Assemblée nationale, 90 milliards de francs CFA pour booster l'accès à l'eau potable ». Toujours à la une du quotidien Le Matin, le président Patrice Talon en Turquie et descente d'une délégation gouvernementale à Malanville, des mesures envisagées pour rétablir la circulation. L'événement précis de ce vendredi titre « Réaction du gouvernement suite à l'effondrement du pont après les graves inondations, de fortes mesures pour sauver Malanville ». À la une de l'événement précis, obsèque du journaliste culturel de l'événement précis, Donatien Gbagidi conduit à sa dernière demeure. Les derniers hommages du monde culturel, des médias et de l'église lui ont été rendus ce jeudi. Et pour finir avec l'événement précis, éliminatoire CAN 2019, match Togo-Bénin, les écureuils à Lomé pour démentir l'histoire.
Le matinal de ce vendredi, descente du gouvernement sur le pont de la Sota, des mesures palliatives pour rallier Malanville, c'est allié à la une du quotidien Le Matinal qui titre également première audience, la criée frappe fort, 20 ans et 6 mois pour trafic de drogue. Nous passons à la une du quotidien Le Meilleur qui titre ce matin examen de BPC et de bac 2018. Voici la liste des établissements ayant enregistré moins de 10%. À la une du quotidien Le Meilleur, on peut lire également atelier de validation de l'examen stratégique national fin FAIM 0 au Bénin, le rapport 2018-2030 du facilitateur Mathurin Kofi Nago approuvé. Désignation des membres des commissions communales d'actualisation de la LEPI. Les députés se donnent plutôt rendez-vous le lundi 10 septembre 2018. Pour finir avec Le Meilleur, on lit à ça une après l'encadrement de l'exercice du droit de grève en République du Bénin, la CSTB et l'UNSTB en marche pacifique le 13 septembre prochain. Les 4 vérités titrent ce vendredi vote de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. La durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une même année et de 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois selon les dispositions de la nouvelle loi. C'est allié dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités qui titre également à ça une année scolaire 2018-2019. Rentrée des classes le 17 septembre prochain. Nous passons à la une du quotidien Le Télégramme. Le Télégramme qui titre ce matin coup de répression pour les infrastructures, les infractions économiques et du terrorisme. 2 condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme, 2 autres condamnés à 6 mois de prison. Pour finir avec Le Télégramme, on peut lire à ça une pénurie de timbres à la mairie et dans les arrondissements de Cotonou. La situation s'est déjà normalisée. Le Béninois libéré titre en manchette Rekia Madougou, candidate et élue présidente en 2021. Et si on surprenait encore le monde, c'est une interrogation à la une du Béninois libéré qui titre aussi descente de la délégation gouvernementale à Malanville. Et Talon dépêcha son œil Réhoumé pour la solution. Alors qu'il est traqué par les autorités de la rupture, la diaspora mobilisée autour de Komikoutié s'est alliée à la une du Béninois libéré de ce vendredi. Nous passons à la une du quotidien Le Confrère de la matinée qui titre en manchette adoption et tentative d'imposition d'un code électoral non consensuel au peuple béninois. La CDD, c'est-à-dire la coalition pour le développement de la démocratie, envisage recourir à la CPI pour la démocratie, bien sûr envisage recourir à la CPI en cas de répression aveugle des contestations. On peut lire également la une du quotidien Le Confrère de la matinée, éliminatoire CAN 2019. Togo, Bénin, les écureuils quittent Cotonou ce jour. Le débit à ne pas perdre. L'actualité titre en manchette réussite de la rentrée scolaire 2018-2019, les réformes et innovations du gouvernement, talon, nomination des chefs d'établissement par aptitude et non par grade, obligation de participer aux journées pédagogiques, des mesures prises à l'endroit des vacataires pour leur paye et puis enseignement de l'éducation sexuelle dès la classe de 6e. Toujours à la une de l'actualité, participation aux compétitions de tennis en Afrique, les tennismen portent haut l'étendard du Bénin. Nous passons à la une de l'autre quotidien de ce vendredi, qui titre en manchette « Après l'effondrement du pont de Malanville, la vigilance désormais de mise à Tiémé sur le fleuve Mono. Après la disqualification des écureuils cadets, les autorités déterminées à siffler la fin
de la récréation. Nord-Sud quotidien, titre ce matin, effondrement du pont de Malanville, le port autonome de Cotonou rassure ses usagers et charte des partis politiques. Voici l'intégralité de la loi, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Nord-Sud quotidien qui parle également de l'enseignement et qui écrit Kakpo annonce des réformes pour une année scolaire réussie. Les pharaons à présent à la une, titre Assemblée nationale, la commission des lois est favorable aux poursuites contre 5 ministres de Yahi. Les pharaons titre également convoyage des équipements sur le site de Maria Gleta 2. Bientôt les rares coupures d'électricité seront définitivement conjuguées au passé. C'est à lire à la une du journal qui titre également Passeport, RAVIP, diplôme, talent, rassure la communauté béninoise vivant en Chine. Info plus de ce vendredi, du pain écureuil guette, du pain béni aux autorités pour nettoyer la maison du football béninois. C'est à lire à la une de Info plus, écureuil guette, du pain béni aux autorités pour nettoyer la maison du football béninois. Le temps est venu pour véritablement révéler le sport roi. À la une de Info Plus également, on peut lire législative de 2019 dans le Mono, comment la jeunesse veut entraver le rêve en noir et blanc des agités politiques. Pour finir avec la une de Info Plus Maouyon Kakpo au sujet de l'année scolaire 2018-2019, la rentrée scolaire prochaine sera sous le signe du changement de méthode de gouvernance et du bon pilotage de notre secteur éducatif. La nouvelle génération titre ce vendredi, Fédération béninoise de tennis, une saison riche en activités, convoyage effectif des principaux équipements de Maria Gleta 2 vers la fin des coupures d'électricité. Talon confirme qu'il est un homme de parole. C'est la nouvelle génération qui l'écrit ce vendredi. Bénin intelligent, titre effondrement du pont de Malanville. Voici les mesures urgentes prises par le gouvernement. Déjà 3 morts à Bani, Kwara, fraude sur l'âge des écureuils cadets, les diligences du gouvernement qui rassurent de sa bonne foi. C'est bien sûr Bénin Intelligent qui l'écrit ce vendredi. Freddy Loïs d'abord, madame, monsieur, nous terminons par la presse du jour de ce vendredi qui titre Table ronde du sommet Chine-Afrique, les plaidoiries de Patrice Talon pour le Bénin, port du soutien-gorge, c'est à la une du quotidien La Presse du jour, un accessoire dangereux pour la santé féminine. Port du soutien-gorge, un accessoire dangereux pour la santé féminine, c'est à lire dans les colonnes de La Presse du jour. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur le port du soutien-gorge que nous terminons la une des journaux de ce vendredi. Bonne journée à toutes et à tous. Et c'est justement sur ce port de soutien-gorge que je vous récupère ce matin. Oui. Puisque nous l'avons constaté déjà que vous avez justement conclu par ce point. Mais vous y insistez. C'est sûr que vous avez à y dire. Non, j'y insiste parce que je suis surpris. Si les femmes ne portent pas de soutien-gorge, qu'est-ce qu'elles vont porter? Donc, j'étais surpris de lire ce titre à la une de ce jour-là. Donc, je suis maintenant curieux d'aller dans les colonnes pour voir les arguments avancés. Qu'est-ce que le journal propose? Sinon, vous savez, permettez-moi de le dire, la grosseur des seins diverge d'une femme à une autre. Diffère d'une femme à une autre. Et donc, si celles qu'on appelle Miss Lolo ne portent pas soutien-gorge, qu'est-ce qu'elles vont porter? Elles vont ressembler à quoi si elles ne portent pas de soutien-gorge? Vous voulez parler de celles qui ont une poitrine généreuse? Oh oui, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Donc voilà, ça a attiré mon attention. D'accord, je vous... Voilà, donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Poursuivez les investigations et on pourrait revenir plus tard. D'accord, c'est reçu.
Match Bénin-Togo, je lis à la une des 4 vérités que éliminatoire CAN 2019, match Bénin-Togo au stade Kégué de Lomé dimanche prochain. Eh bien, Mathurin Deschacus, là tu es le nouveau président de la FBF, la Fédération Béninoise de Football, sonne la mobilisation, la grande mobilisation. Mais les Togolais ne sont pas en marge aussi de cette mobilisation. Je vous souffle que le Togo a sollicité déjà, sinon a mobilisé les férus du foot pour d'abord un culte chrétien et un culte musulman. Vous savez... Est-ce le Bénin qui fait peur ou c'est juste des dispositions idoines pour la victoire? Non, le Bénin doit faire peur. Les écureuils? Absolument. Les écureuils du Bénin doivent faire peur. Et parce que nous n'avons pas une équipe, nous n'avons plus une équipe facile à jouer. Ah oui? Oui. Avant, on savait que les écureuils, déjà, à partir... Si je m'en tiens à votre phrase, c'est que il fut un temps où nous étions faciles à jouer. Oui, mais il fut un temps où les écureuils ne peuvent pas jouer les 90 minutes. Ils peuvent être en train de mener 3 buts à 0. Déjà, à partir de la 70e minute, c'est terminé. Juste après l'équipe adverse peut déjà égaliser et remonter le score. J'en veux pour preuve le match qu'on a joué contre l'Égypte à domicile au Bénin, il y a de cela quelques années. Oui. Et Bénin-Égypte. Mais après, les écureuils ont compris qu'il faut revoir les choses. Les entraîneurs à la tête des écureuils ont compris qu'il faut revoir les choses. Donc, conditions physiques pour les écureuils, on a compris. Les écureuils aujourd'hui peuvent jouer 120 minutes sans courber les chines. Donc, oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. Vous le dites aussi aisément. Non, je sais de quoi je parle, Freddy Loïs, d'abord. Je vous invite à aller revoir un peu. Il peut y avoir des erreurs techniques. Hein? Il peut y avoir des erreurs de placement des joueurs. Je ne partage pas quand même, en matière d'endurance, aujourd'hui, les écureuils peuvent tenir. Et pour l'histoire, je ne voudrais pas rappeler l'histoire là, mais je suis obligé de le dire pour l'utiliser comme argument. Bénin, Togo. Le Togo craint sérieusement le Bénin parce que nous l'avons battu ici à domicile au Bénin, au stade de l'Amitié de Cotonou, 4 buts à 1 si je ne me trompe, avec le gardien Agasago du Togo qui était dans les buts à Gassa, c'est pas Agasago, c'était à Gassa, c'est plutôt un Agasago qu'on est allé chercher dans ce Agasago, si je crois. Donc, en tout cas, moi j'ai lu le communiqué de la Fédération togolaise de football qui prévoit déjà pour le vendredi 7. Aujourd'hui, 7, voilà, à 13h déjà, une prière musulmane. Et à 18h, une messe catholique à Brovers House, à Lomé. Vous comprenez que l'écureuil est vraiment craint. C'est-à-dire on craint l'entrée de l'écureuil au Togo. Donc, mais cette messe ne changera rien parce que la balle est ronde pour tout le monde et surtout elle est ronde pour les écureuils avec le capitaine Stéphane Sessignon et qui fera parler la poudre forcément dimanche. C'est vrai que parlant de l'équipe senior, il n'y aura pas question d'IRM, rassurez-vous. On peut solliciter même des vétérans pour jouer dans l'équipe senior, c'est autorisé ici. Donc je vous le concède parce que vous chantez les gloires de Sessignon qui n'est pas loin que de Sessignon, pas que de Sessignon. Oui. Même si certaines personnes pensent qu'il est temps qu'il aille à la retraite. C'est aussi qui brille maintenant moins qu'une nuit. Oui, mais il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève et ce n'est pas à CCO de préparer la relève. C'est à la fédération et nous espérons que le nouveau président de la fédération pourra bien sûr préparer la relève pour que les écureuils puissent nous conduire à la coupe. Je veux bien partager cet optimisme, je dirais, expressif et bien chronique que vous partagez avec nous ce matin. Mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas tout aussi optimiste sur les qualités de on se retrouvera lundi. On se retrouvera lundi pour confronter les arguments, pour confronter les scores. Et s'il fallait faire un pronostic, je pense que ce match ne sera pas un match facile pour les écureuils, mais je pense que ce sera vous modérez déjà vos ardeurs. Oui, 2 buts. Ce ne sera pas facile. 2 buts de part et d'autre. Et nous viendrons... Donc un match nul. Un match nul de 2 buts partout. Oui, je pense. Parce que la messe demandée au Togo et puis la prière des imams aura un peu d'effet, sinon on pourra les battre.
il n'a pas changé de position. Hein. Quelques secondes après, il semble avoir changé d'avis. Mais écoutez, les Togolais ne nous empêchent pas de solliciter aussi des messes ici. Hein. De dire des messes et de prier dans nos différentes mosquées aussi. Bon, donc on peut le faire. Laurent, prions donc. Moi, je dirais qu'au-delà de la prière, il faut que les Togolais comprennent qu'en fait, le peuple béninois et le peuple togolais, nous sommes frères. Parce que, qu'ils vous souviennent, il y avait un match qu'on avait déjà joué. On n'est pas frères sur le terrain. Non, attention, on avait joué un match. Il y avait le dernier match joué par le Bénin au Togo. J'étais de la partie et je sais comment ça s'est passé, où on n'avait même pas voulu donner de la carte de presse à tous les journalistes qui étaient dépêchés par le ministère. Nous sommes frères et donc au-delà de ce qu'il faut prier, il faut les mettre ce qu'on fait, ce qu'on souhaite en pratique. C'est vrai. Vous voulez parler de l'accueil, vous voulez parler des conditions. L'accueil, oui, des conditions aussi. Et puis non seulement ça, ce match, c'est le premier test pour le président de la Fédération béninoise de football, Mathieu de Chacus, après l'incident de... Ce n'est pas le premier test, je dirais le deuxième test. Non, il y en a eu déjà. Il parle de compétition. Compétition en temps, sur le terrain. Les cadets n'ont pas joué au Niger, donc c'est le premier test. Et c'est aussi je dirais premier test, d'accord, mais il était déjà entraîneur du Bénin, Michel Dussuyer. Et donc, les deux savent très bien qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et qu'il faut nécessairement, à défaut d'une victoire, un match nul. Rendez-vous donc dimanche. Vous serez à Lomé ou vous suivrez sur votre petit écran. Je serai à Gassa-Godomé pour la couverture d'une autre finale. D'accord. Donc, je ne pourrai même pas suivre le match en direct. Désormais, les chefs d'établissement seront nommés selon les aptitudes, selon les compétences intellectuelles et psychopédagogiques, justement, et non par grade. Avant, c'était les doyens qui étaient promus. Maintenant, non. Arnaud Mori-Yagua. C'est délicat de se prononcer sur ce sujet parce que je n'ai pas tous les éléments. Est-ce que ceux qui ont des grades et qui ont été chefs d'établissement n'ont pas convaincu? Est-ce que il y a d'autres éléments que le ministre détient et qui font qu'il prend cette décision? Je n'ai pas ces éléments-là. Mais je pensais quand même que c'est à partir de l'ancienneté et l'expérience qu'il faut nommer les gens à des postes de responsabilité. C'est ce qui se faisait. Oui, c'est ce qui se faisait et c'est ce qui est normal selon moi. Donc certainement qu'il y a eu des éléments qui ont amené à mettre en cause cette façon de procéder et donc qui amène le ministre à plutôt penser à l'aptitude intellectuelle, c'est ça, à penser à l'aptitude intellectuelle. Donc, je pense quand même que il n'est pas superflu de faire cette expérience aussi. Il faut faire les expériences. Quand ça ne marche pas, on peut rebrousser chemin. Donc, je pense quand même que si c'est une nouvelle expérience que le ministre Maouyon Kako veut faire, on peut y aller. Peut-être les 2 prochaines années nous permettront d'apprécier, de juger s'il a fait une erreur ou s'il a bien fait. Voilà ce que Arnaud Mori-Yagua, moi je pense qu'il ne faille pas faire table rase de tous les principes d'hier, de tous les principes de passé. On peut, c'est vrai, c'est une innovation. On peut tenir compte des aptitudes intellectuelles, pédagogiques, psychopédagogiques si on veut, certes, mais on peut toujours tenir compte aussi de l'expérience. Oui, et non pas que l'expérience, parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir des doyens qui ne méritent pas les grades auxquels ils sont actuellement, qui ne font plus preuve actuellement, qui ne portent plus les grades actuels. Alors là, on peut jumeler peut-être les deux principes, tenir compte de l'ancienneté pour les directeurs qu'ils méritent, pour les anciens qu'ils méritent, certes, mais tenir aussi compte des aptitudes, non pas ranger catégoriquement au placard pour les aînés. Et promouvoir parce que ça pourra aussi semer, faire office de frustration. Oui. Et ça peut aussi, on peut, là, en le faisant, manquer un tout petit peu de respect aussi aux aînés. Je pense que ce qui est dit là, ce n'est pas possible que ça soit appliqué exactement comme ça, parce que le ministre même sait qu'il aura besoin de l'expérience de certains doyens et qui notamment sont très avancés en matière de grade, dans les grades. Donc,
je pense que oui, c'est dit, il pourra faire comme ça, mais il ne pourra pas faire comme si rien que ça. Non, ce n'est pas sûr. C'est juste une ouverture qu'on donne à d'autres personnes et qui ont l'aptitude intellectuelle, qui ont d'autres capacités d'occuper des postes de responsabilité, mais qui sont souvent, comment dire, qui au cours des sélections ne peuvent pas être placés, promus, parce que ils n'ont pas ils ne sont pas dans les grades qu'il faut. Donc ils n'ont pas le grade qu'il faut. C'est une chance. Je pense quand même que c'est une prime ce ne serait pas coupé à la au compétence. couteau. Donc le ministre en tiendra compte de l'expérience et des aptitudes intellectuelles également au niveau de certaines, au niveau d'autres personnes. Cela va stimuler quelque peu la jeune génération. Stimuler la nouvelle génération, mais aussi cela participera aussi au rayonnement des résultats et du système éducatif, je le pense. Il ne faut pas ranger complètement les vieux au placard. Tout à fait. Merci Arnaud Maury Agboa. Restez, gardez cette même position pour suivre l'actualité avec Laurent Roland Toninkes. Nous ouvrons maintenant le bulletin d'information. Et oui, nous l'ouvrons par le vice-premier ministre belge qui a rendu une visite, qui est présente au Bénin, je dirais, depuis hier, pour une visite de travail. Voilà, j'y suis arrivé. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'entreprend le chef de la diplomatie belge et qui a pour objectif d'œuvrer au renforcement des relations de coopération qui lient le Royaume de Belgique et ses partenaires africains dont le Bénin. Didier Reynders a été reçu en audience par le ministre d'État chargé du plan et du développement en présence du ministre de la Justice et de la Législation qui assure l'intérim du ministère des Affaires étrangères. Cette visite permettra aux deux parties de procéder à la signature de la Convention générale de coopération bilatérale qui fixe pour les 5 prochaines années les contours juridiques du partenariat entre le Bénin et le Royaume de Belgique dans des secteurs retenus de commun accord. Nous vous proposons de suivre ici le ministre Didier Reynders à sa descente d'avion. Réjouis surtout, c'est de venir à peine 48 heures après l'arrivée de notre nouvel ambassadeur, puisqu'on a décidé de renforcer la présence diplomatique de la Belgique en installant une véritable ambassade qui va être responsable directement pour le Bénin, qui est d'ailleurs chargée aussi de la responsabilité pour le Togo. Donc c'est un signe, je crois, d'une volonté de renforcer encore la relation entre les deux pays. On continue à travailler beaucoup ensemble dans la région. Je pense à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée ou façon dont on lutte contre Boko Haram et malheureusement ces dernières années aussi la façon dont on doit être ensemble dans tout le Sahel. J'étais très heureux qu'avec des forces béninoises on puisse travailler dans la MINUSMA au Mali sous l'autorité d'un général belge. Abrogation par les députés de la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait, devrais-je dire, aux magistrats le droit de grève. Le Parlement béninois, à travers le vote d'une nouvelle loi, vient d'abroger la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait aux magistrats le droit de grève. Désormais, l'exercice de la grève est permis aux magistrats, mais sera encadré par une autre loi. Amen Diti Onkendi et Romaki Devouji pour le point. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté ainsi son rapport qui indique clairement que le droit de grève est un droit fondamental mais qui a besoin d'être encadré. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en retirant le droit de grève aux magistrats consacre l'extension de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. La présente proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin et visant la restauration du droit de grève aux magistrats s'inscrit dans cette perspective. La proposition comporte 2 articles. Les commissaires ont finalement salué l'esprit de cette proposition de loi abrogatoire qui vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats.
surtout dans la perspective de l'encadrement global de l'exercice du droit de grève au Bénin. Les députés de la minorité parlementaire, tout comme ceux de la majorité, sont intervenus après la présentation de ce rapport pour apporter leur éclairage sur les tenants et aboutissants de cette loi qui vient restaurer aux magistrats le droit de grève qui leur avait été retiré en janvier 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, se réjouit du fait que les débats précédents conduisent à l'adoption de cette loi qui restaure le droit de grève aux magistrats. Monsieur le Président, moi j'ai appris sur les bancs de l'université, dans la théorie de la succession des lois, que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque deux lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Les arguments que j'ai entendus en faveur de l'abrogation de la loi inclinent, de mon point de vue, vers un vote favorable. C'est pour cela que le gouvernement s'associe à l'initiative parlementaire visant donc à l'abrogation de l'ancienne loi portant statut des magistrats en République du Bénin. C'est après toutes ces interventions que le vote lancé a consacré l'adoption de cette loi 2018-33. Procuration abstention 0. La loi numéro 2018-33 portant abrogation de la loi numéro 2018-01 adoptée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature République du Bénin est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Et donc, les magistrats béninois ne sont plus interdits de droit de grève en République du Bénin, mais ce droit sera encadré. Amen Didier Ronpenouji, Romaric Devauchy. Restons avec cette même équipe de reportage et au même lieu, bien évidemment. Avant le vote de cette loi, les députés se sont prononcés au cours de la plénière. Au cours de la plénière consacrant l'abrogation de la loi 2018-01 du 4 janvier 2018, quelques députés se sont exprimés pour apporter leur éclairage suite à l'avènement de cette loi abrogatoire qui vient restaurer le droit de grève aux magistrats. Suivons-les. La Cour constitutionnelle a déclaré ces lois contraires à la Constitution. Et on nous a dit que c'est notre droit d'encadrer, mais que nous n'avons pas le droit d'interdire. Mais c'est comme si la décision de cette Cour-là ne nous avait pas plu. La décision que nous venons de prendre rétablit la décision prise par la Cour constitutionnelle au lot et désavoue les premières décisions prises par la Cour constitutionnelle Djogwenu. Et je voudrais dire que quand on prend des décisions dans la précipitation et des décisions que quelques jours après l'Assemblée se voit l'obligation de désavouer, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais rappeler ici que la loi sur la grève des magistrats et des gens de la santé n'était pas tombée du ciel. C'est ici même, à l'Assemblée, que nous avons organisé sur toute l'étendue du territoire national des tournées dans les maisons d'arrêt où nous avons constaté les conditions ahurissantes de vie de nos compatriotes, dû au fait qu'il y a les abus dans les grèves de nos magistrats. Nous savons bien que dans ce même pays, même l'hôpital de référence de notre pays, que nous appelons CNHU, il y a des grèves de 3 mois parce qu'on n'a pas payé l'arbre de Noël. Et c'est des citoyens béninois qui sont là, qui doivent être soignés. Ils veulent de la grève.
on allait à code. Mais ça ne faudrait plus que ce soit comme avant. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont fiers des résultats chaotiques, catastrophiques de nos enfants? Les premiers responsables, c'est bien eux. Nos tribunaux, est-ce qu'il y a la justice et l'équité? Lorsque tout le temps c'est la grève, lorsque les gens meurent en prison parce qu'ils ont volé un poulet et que nous personne pour les défendre et qu'ils croupissent, qu'ils meurent, je crois que l'État, à un moment donné, doit se montrer fort. Et la démocratie donne les moyens à l'État d'être fort. Et une note bien triste pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Le frère, confrère et ami Donatien Baguidi a été conduit à sa dernière demeure hier après les hommages qui lui ont été rendus. Les professionnels des médias, les acteurs du monde culturel béninois, parents et sympathisants ont rendu ce jeudi un hommage mérité à la dépouille de Donatien Baguidi, précédemment journaliste culturel et chef d'esculture du journal L'événement précis. C'était au siège du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. Rappelons que Donatien Baguidi est décédé le 16 août 2018 dans la fleur de l'âge à 34 ans. Suivons un extrait de l'hommage à lui rendu. À notre confrère, pour vous dire également que Donatien a été un militant et il a combattu le bon combat parce qu'on l'a vu aux côtés des culturels, beaucoup d'acteurs viennent de le dire ce matin et dans cette profession, nous l'avons également vu très assidu à nos formations. Je pense que l'année dernière, on était encore dans la rédaction de l'événement précis pour une formation in situ, nous l'avons vu très assidu. Et nous l'avons également vu souvent à travers sa plume très percutant pour les sujets qu'il aborde. Et ce matin, nous voudrions dire que la presse béninoise a perdu un élément de taille et nous voudrions bien lui rendre cet hommage avant qu'il définitivement s'éclaire. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est mon confident. C'est mon ami. En dehors de tout, Donatien et moi, nous ne sommes plus artistes et journalistes culturels. Nous sommes devenus parents, nous sommes devenus famille. Il m'appelle papa. Il a sa chambre de repos chez moi, à Godomé. S'il est fatigué, c'est là où il vient se reposer. Tout ce qui est dans le ventre de Donatien, je ne sais pas s'il a oublié de me dire quelque chose. Même sa maladie, il m'a annoncé ça. Et je suis à ses côtés, matin et soir, par présence et par téléphone. Avant même qu'il ne meure, nous on a déjà pleuré. Donatien Bessi et sa tante, auprès de qui il était. On pleurait déjà, c'est-à-dire on voyait tout. Vraiment. Je n'ai plus rien à dire. Je demande aux collègues et tous ceux qui sont ici d'imiter un peu Donatien dans son comportement, celui-là qui ne veut pas avoir sur lui des choses sales. Ce n'est pas l'argent qui va salir Donatien, c'est son bon comportement. Ce qui a fait que Donatien et moi sommes devenus des amis, je ne peux pas le dire ici. Donatien, c'est un homme honnête. Que Dieu le garde à ses côtés. Que la terre lui soit légère et qu'il nous prépare une bonne place dans l'au-delà pour nous tous, parce qu'on va le rejoindre tôt ou tard.
Et comme l'a dit le philosophe, le grand philosophe Franz Kafka, un jour on dira de nous ce qu'on dit de lui. Tout un chacun y goûtera. Bon retour aux frères et amis Donatien Baguidi, paix à l'âme de Donatien Baguidi, et du soutien surtout aux enfants de Donatien Baguidi, que ceux qui l'aiment et qui l'ont exprimé ce jour pensent à ses enfants, à sa femme, c'est le plus important. Laurent Roland Toninkes, c'est donc tout. Ce sera tout pour aujourd'hui, et je dirais aussi paix à l'âme de Donatien Baguidi, que la terre lui soit vraiment légère. Je demanderai aux confrères journalistes et aux acteurs culturels de bien vouloir penser à ses enfants. Parce qu'on a vu sa veuve avec une petite fille en main. C'est bien triste. Et les oraisons, ça ne suffit pas. Il faut assurer l'avenir de ses enfants. C'est ce que je disais tantôt. Il faut convertir cette éloquence en acte de générosité. Oui. On va maintenant installer le conducteur de moto-taxi. C'est bien. La rubrique qu'on vous aime est juste derrière. Ce sera Faire croiser, qui retrouve ce matin Stéphane Toha. Il est économiste de formation. Face à lui, Laurent Roland Toninkes, nous aurons abordé la caution, la faramineuse caution exigible, je dirais, dans le nouveau code voté, adopté par le Parlement. Caution exigible dans le nouveau code électoral. La caution exigible dans le nouveau code électoral est-elle une innovation ou un frein à l'idéal de regroupement des partis politiques? Cette interrogation sera décortiquée par vous, Laurent et Stéphane Toha. Mais avant, le ZEM nous parle. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Salam Daouda. J'ai commencé ce métier maintenant, ça fait au moins 3 ans. Ça nous a surpris. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, même moi, je n'ai même pas encore acheté aucun cahier, aucun de mes fournitures. Vraiment, ça nous a, en vérité, à moi-même, ça m'a marqué. Vraiment, je n'ai pas, parce que souvent, c'est en octobre qu'on fait la rentrée souvent. Mais cette année-là, on ne sait pas, le gouvernement a décidé très rapidement. Mais sur mon côté, ça m'a vraiment choqué. Vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore acheté les fournitures pour les enfants à l'école. Vraiment, ça nous a choqué, mais on ne peut rien. On est obligé de le faire comme ça. C'est une décision du gouvernement. Donc on est obligé de prendre ça comme ça. Donc on n'a pas le choix. Donc on est obligé de faire ça comme ça. Donc on ne peut pas dire que ce que le gouvernement a fait, c'est pas bon, mais c'est bon. On ne peut pas le dire. Donc on est obligé de prendre ça comme ça. À notre manière, c'est tout. Vraiment, les enfants, vraiment, le temps qu'on les a donné comme vacances, vraiment, ça ne les a pas suffi. Vraiment, ils sont vraiment perturbés, ils sont vraiment que c'est la rentrée va commencer, vraiment, ils sont vraiment timides. Vraiment, ils ne sont pas du tout joyeux comme avant, qui commençait en octobre, vous voyez, non. Donc, mais on ne peut rien, on est obligé de faire ça comme ça. Et oui, vous êtes désormais dans le débat à faire croiser et je partageais avec vous l'interrogation, la caution exigible dans le nouveau code électoral, eh bien, est-elle un frein ou une innovation pour l'idéal de regroupement des partis politiques? Cette question sera posée, se retrouve d'ailleurs au menu de ce débat à faire croiser qui unit autour de moi sur ce plateau Stéphane Toha. Bonjour Monsieur Toha. Bonjour. Face à vous, aux auditeurs de Eden TV et aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs de Radio Diaspora FM. Laurent Roland Toninkes, vous gardez votre position. Tout à l'heure, vous étiez sur le bulletin d'information, vous changez d'exercice, mais le personnage reste le même. Alors, je vous le disais, le nouveau code, inutile de vous le rappeler, c'est désormais 249 millions
pour valider une liste aux législatives et 250 millions de francs CFA, oui. Je crois que le Bénin doit être le seul pays sur le continent à opter pour ce principe, enfin pour une telle caution, une caution aussi ronflante et faramineuse. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, la question, seuls les élus du peuple pourront répondre à cette question. Mais maintenant, la principale que j'aurais à vous poser, vous deux, sur ce numéro du débat Faire croiser, alors, cette caution, celle exigée aux législatives et celle exigée pour les élections présidentielles, justement, sera-t-elle un frein ou un avantage pour cette réforme, pour ce regroupement, pour cette volonté que porte le chef de l'État, ça il faut le dire, parce que c'est un idéal que défend ardemment le président de la République, le regroupement en de grands blocs, la diminution du grand nombre de partis politiques. Vous savez, nous sommes à une bonne 200 de partis au Bénin. Alors, une telle caution sera-t-elle un frein ou un avantage pour y arriver? Stéphane Tora. Oui, merci bien. Et par rapport à l'interrogation du but visé par les cautions et l'objectif du chef de l'État de regrouper en de grands ensembles les partis politiques, est-ce que le vote d'une telle caution faciliterait ce regroupement? D'entrée de jeu, moi je vous dis que cette caution, ou bien ces cautions-là, permettront à l'exercice de pouvoir mieux regrouper et de pouvoir atteindre l'objectif de regroupement prévisé par le chef de l'État. Je voudrais une fois dire que nous sommes dans un état où chacun de nous, vous voyez, chacun de nous essaie d'être chef de quelque chose. Et nous bafouons les luttes d'ensemble, les associations, et nous ne voulons que prendre les charges par nous-mêmes. Alors que lorsqu'il y a une charge très lourde et que vous vous associez, vous allez pouvoir la soulever très facilement. Dans l'optique de cette caution que d'aucuns disent faramineuse, c'est bien vrai, hein, c'est suffisamment élevé, puisque on dit 250 millions, 449 et 249 millions, des montants que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avoir comme ça. Mais enfin, lorsqu'on se met ensemble, on est capable d'avoir ces montants-là. Lorsqu'on se met ensemble, on est capable d'aller au-delà de ces montants. Et une chose est claire, c'est qu'on ne vise pas forcément cette caution, parce que on se dit, les dépenses, il y a des dépenses, des dépenses de campagne, 250 millions, 2 milliards 500 en dépenses de campagne. Mais c'est énorme. Vouloir déposer 10% de ces 2 milliards 500 de dépenses de campagne, ce n'est pas trop demandé. L'idéal, c'est que ces hommes politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, qui ont opté pour cet exercice, pour ce code-là, voient qu'ils dépensent en campagne, les dépenses en campagne, là, qu'ils revoient ça à la baisse et peut-être revoir un peu le coût de caution. C'est mon premier jet en attendant. Oui, on y revient justement. Laurent Roland Toninquez, vous partagez aisément comme tout autre Béninois que la réforme du système partisan vise et prône, vous le savez, le regroupement des partis, des petits partis en de grands blocs. Alors, pensez-vous que le contexte politique actuel s'y est bien pour un tel choix? Merci Loris et merci à M. Stéphane Tora. Mais en fait, moi, je parle d'abord du système partisan dont vous avez parlé pour dire oui, système partisan. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il est interdit que les alliances de partis aillent aux élections législatives.
Il faut partir de là déjà. Et donc 249 millions pour un parti, c'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que on dit une liste, mais il faut comprendre par là que c'est un parti politique. Et donc 249 millions pour des alliances, d'accord, si c'était ça, je serais le premier à applaudir. Mais si 249 millions pour un parti politique, et qu'on sait qu'il y a une loi pour l'enrichissement illicite, et que demain, si quelqu'un vient déposer 249 millions, on peut l'interpeller pour dire, mais comment avez-vous eu ces sous? On peut se poser la question. Mais plus loin, pour les présidentielles, on parle de 250 millions avant de se prévaloir d'être candidat pour une élection présidentielle. Moi, j'estime que ce montant, qu'on le veuille ou pas, c'est un frein pour certaines couches de la population. En l'occurrence, les femmes et les jeunes, qui sont déjà vulnérables en réalité, qui ont du mal à mobiliser les ressources déjà. Parce que quand un jeune décide d'être candidat aux élections dans ce pays, il lui faut rassembler 250 millions. On ne parle pas de 25 millions. Et partir de 15 millions et aller directement à 250 millions, moi, je ne comprends pas. On aurait pu dire peut-être 45 millions, 50 millions, 75 millions. Je comprendrais, mais Dieu, 15 millions, on saute. Je ne sais même pas quel bond on a fait, pratiquement pour se retrouver à 250 millions. J'ai comme l'impression... Pour la présidentielle. Oui, j'ai comme l'impression qu'on a un projet de bloquer une certaine couche de la population. Parce que les jeunes, je vous donne l'exemple simple de Emmanuel Macron en France. Si, quand il avait décidé d'être candidat en France, on lui avait exigé une caution faramineuse, je suis sûr qu'il ne sera pas président de la France aujourd'hui. Et donc, il faut que le jeu démocratique et électoral soit ouvert et transparent à tout le monde. Mais fixer des cautions de ces montants-là, pour moi, en quelque sorte, c'est comme pour limiter le jeu électoral à juste un groupe. Et donc, j'estime qu'il faut revoir vraiment cet aspect. Parce qu'en réalité, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est un frein pour une certaine couche de la population. Parce que 250 millions à mobiliser par les hommes politiques, c'est pas aussi compliqué pour eux. Hein. On sait comment ça se passe dans le pays. 250 millions à mobiliser par les opérateurs économiques, qui sont pour la plupart des hommes, c'est pas compliqué. Mais les femmes qui ont des idées, les jeunes qui ont des idées, qui peuvent valablement construire ce pays, est-ce qu'on a pensé à eux? Alors, et cela intervient dans un contexte de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité, dans un contexte où nous sommes, vous le savez, je ne vous apprends rien, un pays en voie de développement, avec la main tendue perpétuelle aux partenaires internationaux. Et quand ceux à qui nous tendons la main de temps à autre, sinon de tout le temps, je dirais pas de temps à autre, tout le temps, apprennent maintenant que c'est une telle caution qui nous est exigée désormais, tant pour les législatives que pour la présidentielle. Quelle lecture pourront-ils faire? Bon, je veux parler de la communauté internationale, les bailleurs de fonds. Je prends ce rebond-là pour mieux développer les choses. Les bailleurs de fonds vont... Bon, je ne suis pas à leur place, mais je vais essayer de penser à leur place. Les bailleurs de fonds vont peut-être penser que nous portons mieux. Pas que nous portons mieux, mais que nous agissons de façon responsable. Que nous faisons des prévisions de façon responsable. Parce que rien, vous voulez diriger la cité, vous voulez aller à l'Assemblée élaborer des lois pour la légalisation de la cité, et que vous ne vous prenez pas du tout au sérieux. Les gens ne vont pas vous considérer. Alors, les lois qui amènent... C'est quand on mise gros qu'on est pris... Ce n'est pas affaire de miser gros, puisque cette communauté internationale existe dans d'autres pays où il n'y a pas de caution. Alors. Mais ces pays-là aussi ont leurs critères pour aller gérer la cité. Et monsieur Roland parlait d'Emmanuel Macron. Mais nous ne sommes pas en France. La France a ses critères. Et Emmanuel Macron a rempli ces critères-là pour être président de la République. Justement, pourquoi ne pas prévoir ces critères ici? Nous avions des critères aussi. Et nous avons des critères aussi. Qui étaient autres que 250 et 249. Mais nous avons... Non, ce n'est pas 240. En France, c'est le système de parrainage. Pourquoi on ne peut pas mettre ça dans la loi ici aussi? Vous allez faire... le système de parrainage, si vous instituez ça, vous allez beaucoup plus introduire et plutôt la corruption à grande échelle dans
les partis. Et c'est tout comme... Dans la pratique. Donc ça veut dire que pour vous en France... Attends, je termine. Attends, je finis. Et ce n'est pas le montant là. Il ne faudrait pas être contre ce montant là. L'idéal est qu'il n'y ait pas du tout de caution. N'est-ce pas? Mais on a tout fait de mettre une caution de 5 millions et puis après c'est 15 millions. 8 millions 300 et 15 millions pour la présidentielle. Voilà. Donc pourquoi mettre 8 millions 300 et 15 millions et ne pas et penser plutôt à un truc de signature de délégué ou bien d'un certain nombre de parrainages, comme tu dis. C'est parce que nous avons opté à ce type d'organisation politique que nous sommes rentrés dedans. Donc, ce n'est pas la caution de 250 millions ou bien de 249 millions qui doit nous faire peur. On devrait au début dire, nous ne voulons pas de tel type d'organisation. Mais on l'a accepté. Et quand ça va prendre, et ça continue de prendre, on n'a pas changé. On n'a fait que limiter. On n'a fait que appeler beaucoup plus à un travail d'union, à un travail d'ensemble. C'est quelle société nous constituons? Nous sommes dans une société où personne ne veut mettre la main à la poche pour contribuer au bien qui va profiter à tout le monde. On laisse l'autre faire des dépenses. Je vais caricaturer. Hein. On laisse l'autre aller défricher le champ, aller mettre la graine sous terre, l'arroser, cueillir après, et on se met autour de la table, manger, et c'est soit, c'est en ce moment, on voit qu'il y a trop de piment dedans, il y a trop de sel dedans. Non, non, non. Cette fois-ci-là, il faudrait que chacun mette la main à la poche. Justement, c'est la belle excuse, je dirais, c'est le bel argument fallacieux, comme quoi les 249 pour valider une liste, il fallait le partager, ce montant, bien évidemment, le partager sur les 83. Mais écoutez, pourquoi devrait-on dépenser 3 millions pour se faire élire? Pourquoi devrait-on dépenser 3 millions? Selon les calculs, hein, moi, je ne vois pas les 83. Moi, je vois un ensemble de plusieurs milliers de sympathisants ou bien plusieurs milliers de... comment ils s'appellent même candidats non, de membres fondateurs d'un parti politique. Et c'est un business en fait. Les partis politiques, mais c'est un business. Puisque tout le monde n'ira pas à l'Assemblée nationale. Comme tout le monde n'ira pas non plus au champ. Tout le monde ne peut pas être conducteur de taxi. Tout le monde ne peut pas être zémédian. Donc dans chaque secteur, chacun essaie de s'organiser pour mieux faire asseoir son secteur. Maintenant, je reviens aux 3 millions. 3 millions. Pourquoi dépenser 3 millions pour aller à l'Assemblée nationale? Parce qu'on a un intérêt à aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a un intérêt à aller à l'Assemblée nationale. Si moi je veux aller à l'Assemblée nationale et que j'ai les prédispositions pour y aller, je milite. On me dit milite au sein d'un parti politique, même si je n'ai pas même si je n'ai aucun rond là, je peux militer. Et par ce militantisme, par mon engouement, mon apport dans ce parti politique-là, les gens vont me mettre sur les listes sans que je ne sorte aucun franc pour être candidat aux législatives. Laurent. Moi, je pense que dans cette loi, en fait, ce code électoral, il y a des incohérences. Il faut oser le dire. Parce qu'en fait, dans le même temps où on augmente les cautions pour les législatives et les présidentielles, on diminue les cautions pour les élections locales et municipales. Et donc, en réalité, c'est comme si les postes au niveau des élections communales et locales sont réservés à une frange de la population et qu'il faut que seulement que les postes au niveau de l'Assemblée nationale ou bien de la présidence soient réservés à une seule élite. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce que développe M. Stéphane Toura, parce qu'en fait, j'estime que j'insiste là-dessus que c'est pour discriminer, c'est une loi selon moi discriminatoire parce que aujourd'hui ce n'est pas aussi facile de mobiliser 250 millions. Tel qu'il parle, c'est comme si c'est aussi facile de rassembler les gens, de réunir les gens, de rassembler les 250 millions. Je donne un exemple simple. Vous voyez dans chaque parti politique au Bénin ici, nous voyons comment ça se passe dans ce pays.
Je donne l'exemple de 2016. 2016, pour aller aux élections, des jeunes se sont rassemblés un peu de temps pour mobiliser 15 millions pour porter quelqu'un candidat. Pensez-vous qu'en un mois, en 2 mois, ce serait facile pour eux de mobiliser 250 millions? C'est pas facile. 250 millions, ce n'est pas l'argent à prendre à côté. Et pourtant. Et donc, j'estime qu'il faut revoir les choses. On peut mettre la caution à 15 millions, ou bien aller un peu au-delà de 15 millions, mais en mettant d'autres garde-fous. En adoptant, pardon, s'il vous plaît, le système de parrainage. On peut dire, bon, la caution est à 45 millions, mais en même temps, il faut un système de parrainage d'un certain nombre d'élus communaux ou élus locaux. À ce niveau, je serais d'accord. Mais 250 millions tout de go, cela suppose que quelque part, parce qu'il y a des gens aussi qui ont de l'argent dans ce pays, et qui sont aussi des plaisantins, n'ont pas de bonnes idées en tête, mais qui un jour prendront le risque, parce qu'ils ont l'habitude de distribuer de l'argent dans les rues de Cotonou et dans nos villages, et les gens les apprécient pour leur social, viendront déposer 250 millions, et tout bêtement, le peuple, majoritairement analphabète que nous avons, ira voter pour eux. Puisqu'en ce moment, ils seraient les seuls éligibles. Oui, juste, non seulement ils seraient les seuls éligibles, parce que nous avons un peuple qui parfois a tendance à vouloir sanctionner l'autre pour amener quelqu'un, c'est notre dynamique de vote au Bénin. Oui. Et donc, un plaisantin qui a l'argent, qui arrive à justifier comment il a eu ses sous là, et qui distribue de l'argent, des microcrédits aux femmes dans les rues, qui donne de l'argent un peu aux jeunes dans son quartier, et dont on parle abondamment à la télé, viendra déposer les 250 millions et ramassera le pouvoir par terre pour en faire ce qu'il veut demain. Donc, il vaut mieux chercher d'autres contours pour contraindre les gens à être sérieux. 250 millions n'amène pas quelqu'un à être sérieux. N'est pas une solution. Et non seulement ça, des gens aussi, comme je le disais, ça peut ne pas être une seule personne. Un club je dirais un griffe de blanchisseur d'argent peut se réunir pour porter quelqu'un. Avec les 250 millions. Vous avez 250 millions. Et on sait que le peuple aime ce monsieur-là. Ils s'arrangent pour déposer les 250 millions, pour lui donner les 250 millions. On s'arrange pour justifier comment ils ont trouvé les 250 millions. Il est candidat plaisantin, sans idée. Il vient au pouvoir pour faire du peuple ce qu'il veut. Il a rempli les conditions. Il a rempli les conditions de 250 millions, oui ou non. Et donc, c'est pour moi, il faut aller au-delà de l'argent. L'argent seul ne suffit. Au moment où on dit qu'il faut lutter contre l'utilisation abusive de l'argent dans les élections, on demande une caution de 250 millions. Quelqu'un qui donne une caution de 250 millions, s'il ne veut pas payer de 250 millions, il peut dépenser 10 milliards pour les campagnes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà déposé 250 millions qu'il ne veut pas perdre. Donc il est prêt à déposer par maison 100 000 francs pour avoir le pouvoir et demain en faire ce qu'il veut. Et rentabiliser. Oui, rentabiliser, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que c'est du business. Et donc quand vous parlez de business, quand le pouvoir d'État devient business. Quand vous parlez de business et que je dépose mes 250 millions et qu'on me dit que le seuil pour faire la campagne c'est 2 milliards 500, je suis prêt à dépenser 40 milliards pour avoir le pouvoir et rentabiliser après. Et c'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint en fait. Et ça ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Et connaissant au regard de la lecture du tissu social et du mental du Béninois que nous sommes, au regard de la propension que nous avons en griffe à l'exagération, est-ce que d'ici quelques années, on ne sera pas tenté aussi de porter cette caution ou ces deux cautions à 1 milliard? Bon, puisque c'est devenu un bon jeu. Comme nous sommes dans des hypothèses, peut-être que d'ici à là, on pourrait enlever les cautions aussi. Donc, c'est des possibilités. C'est des possibilités. Ou bien, non, le code là, avec la précision sur ces différentes cautions, même si on est en droit de se dire que c'est élevé, que ces cautions-là sont faramineuses, très élevées et insupportables, et comparées au coût actuel de la vie, même si nous faisons cet exercice-là, il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. Que c'est un code qui nous amène, malgré nous, à aller en association, en
participation avec d'autres pour que nous constituions Est-ce que c'est ce que la réforme du système partisan devrait être? La réforme du système ne devrait pas se faire par le haut. Cette réforme ne devait pas se décliner seulement en la promotion de la richesse. Vous savez, non, ce n'est pas une promotion de la richesse. Non, ce n'est pas une promotion. En une barrière, en un obstacle pour certaines couches de la société. Non, une loi est de nature discriminatoire. Même si c'est une prescription qui défend, qui limite et qui juge là. Que moi, j'aurais souhaité peut-être venir ici casser les choses. Bien. La loi ne me permet pas de le faire. Donc, dans peut-être ma folie, je suis limité, je ne peux pas. Donc, ne parlons pas de la loi. Parlons de nos comportements. Est-ce que nous sommes fiers de ces partis familiaux, je ne sais pas, les partis locaux là? Est-ce que nous en sommes fiers? Est-ce que nous sommes fiers d'entendre des responsables de hauts responsables de partis politiques dire si la gestion que nous faisons de notre parti politique, ça ne vous plaît pas là, allez vous chercher ailleurs, allez créer votre propre parti politique. Est-ce que nous sommes fiers de ces choses-là? Non. Un parti politique doit être national. Remarquons dans notre pays que les partis du Nord, c'est-à-dire des partis septentrionaux, se regroupent, restent dans leur Nord. Les partis méridionaux se regroupent, restent dans leur coin. Et puis, jamais ces deux partis du pays, les partis qui ont d'assises là, ne se parlent ou bien ne se donnent une ouverture pour être ensemble. Vous ne voyez pas, ils sont en train, et puis progressivement, en train de mettre dans la tête des populations que nous sommes de ce milieu-là, nous y restons. Et vous pensez que la réforme... Maintenant, la réforme des partis... Vient corriger, c'est quelque tard que vous évoquez. Voilà, la réforme de constituer de blocs nationaux là. Mais cette réforme, mais cette célérité ou précipitation, nous sommes partis dans cette démocratie là depuis 90. Donc il y aurait jamais, nous n'aurions jamais eu ce temps là de tout mettre en application jusqu'à épuiser les possibilités avant. Et si de 90 à ce jour, nous n'avons pas pu le faire. Le système partisan, moi je vais vous dire une chose. Et soyons honnêtes envers nous-mêmes dans ce pays. Il y a des réalités sociologiques dans notre pays qui font qu'en réalité, qu'on le veuille pas, même si on veut un parti national, ça ne serait jamais comme dans d'autres pays. Disons la vérité. Non, attention. Parce qu'il y a des réalités sociologiques dans notre pays qui font qu'en réalité, il y a que les gens se regroupent par ethnie ou par... Attention, c'est vrai que ce n'est pas une bonne chose, pas ethnie ou bien pas intérêt. Et donc, de ce point de vue, on peut vouloir le système partisan, un peu un parti national, mais à des moments donnés, il faut comprendre que tout le monde ne viendra pas dans cette logique. Loin, plus loin. Vous parlez, moi je vous parlais souvent comme si vous n'êtes pas au Bénin et que vous ne comprenez pas les réalités du Bénin. Parce que ce que moi je suis en train de dire tout simplement, c'est que dire qu'il faut rassembler les gens pour que les gens puissent cotiser de l'argent, comme vous l'avez développé, pour aller aux élections, c'est mieux, d'accord, c'est bien, c'est à applaudir, d'accord. Mais le problème, il y a aussi un risque. Parce que quand c'est un club qui porte le candidat, c'est qu'il est redevable vis-à-vis de ce club. Attention, parce qu'on a toujours dit dans ce pays que tel président, ils n'ont jamais eu de parti politique, ils ont été élus président. Oui, quelque part, ils ne sont pas redevables vis-à-vis d'une minorité. Mais dès qu'on exige ça, que vous exigez ça et que le monsieur vient au pouvoir avec son club ou son camp, soyez sûr que quand il va gérer, il va vouloir gérer avec ce camp uniquement. Parce qu'il dira en son temps, oui, ce n'est que ce camp que j'ai vu pour être candidat. Ce n'est que ce camp qui m'a supporté. Et donc, moi je pense qu'au-delà de ce qu'on veut réformer le système partisan, au-delà de ce qu'on veut assainir le système électoral au Bénin, il faut tenir compte des réalités sociologiques de notre pays
et comprendre qu'au-delà de tout, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et Stéphane Troy, vous ne me direz pas le contraire. Un candidat à la présidentielle qui investit, enfin, qui mise les 250 pour la caution, 250 autres pour sa campagne, ça fait 500 bons millions. Vous êtes d'accord avec moi? Et il venait à passer à la Marina. Pour quel salaire? Sur 5 ans, pourra-t-il rentabiliser? Pourra-t-il entrer? Écoutez, et vous pensez qu'il laissera, qu'il optera pour peut-être un intégriste de l'intégrité, pour ne pas penser à ces 500 millions investis, pour se hisser à la tête de la nation? Alors, voulant entrer dans ces fonds, comment va-t-il se comporter en ce moment? Les marchés, les pots de vin et autres. Bon. Et comme ça, combattons ainsi la corruption. Oui, c'est la question. Je m'attendais à cette belle question-là aussi. La corruption, et puis encore la corruption. D'accord. Quelqu'un qui dépense assez de sous pour se retrouver au perchoir. Oui. Et il n'a pas dépensé les sous en l'air. Viendra-t-il jouer à la mère Teresa, à la Marina? Ah non, mais c'est parce qu'il a eu des idées qu'il a pensé qu'en investissant dans ces idées-là, il peut impacter. Et il se fera ces 500 millions. Il ne se fera pas ces 500 millions. Je voudrais. Il ne gouvernera pas. Déjà la première année, il ne gouverne. Bon, je vous excusez, à la première année, bon, comme c'était fait, moi je n'ai pas d'exemple par rapport à ça. Je n'en ai pas non plus. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qui a des idées, c'est parce que vous avez des exemples par rapport à ça. Gouverner, c'est servir. Moi, je dis, si on a des idées et que on croit fermement que ces idées-là peuvent porter le pays au développement, on s'associe avec des gens pour que cette idée soit développée dans la population pour recueillir l'adhésion de la population. Normalement, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, on n'a même pas besoin de dépenser pour être élu. Ah oui. Il faut rendre aux idées une certaine force pour avoir une adhésion populaire. C'est ce que j'ai dit, Laurent, tout à l'heure, que vous semblez ne pas bien appeler le tissu social béninois. Non, mais le tissu, je veux revenir sur ça. Je veux surtout revenir sur notre mentalité là. C'est une mentalité arriériste. C'est ce que j'avais, au début, j'avais dit. Nous aimons être chefs en tout temps. C'est de nous que tout le monde doit répondre. Nous aimons, au lieu de se mettre en groupe, au lieu de se mettre avec d'autres, pour nous rendre la tâche moindre, nous voulions soulever à nous seuls toute une tonne. Ça amène à ne pas avoir un jeu électoral transparent. Mais maintenant, les propositions vous obligent à vous associer. Si vous allez à une élection avec 250 millions, je ne sais pas, 249 millions, et que vous sortiez seul, les 240, et que ça fait flop, je suis sûr que pour une prochaine élection, vous n'allez pas faire solo. Vous serez obligé de vous entendre avec d'autres. Maintenant, quand vous parlez de plaisantins, des gens plaisantins, un plaisantin ne peut pas animer une institution de microfinance. Un plaisantin ne peut pas faire de crédit. Mais quand il arrive que c'est le plaisantin entre griffes qui remplit les conditions. Un plaisantin ne peut pas avoir... Qui a la caution et qui passe. Un plaisantin ne peut pas avoir ce que nous disons comme somme là. Vous le pensez? Ah non, je le pense. Celui qui peut... Non, il n'y a pas de plaisantin, c'est des travailleurs, c'est des gens qui font quelque chose. Oui, parler de blanchisseur d'argent. Oui, travailleurs. Quand tu dis blanchisseur, je voudrais qu'on dise, ça ne manquera pas, hein, puisque c'est un code à l'exercice. On va constater l'état et puis probablement corriger. Mais d'abord, c'est un bon code qui va nous détruire ce milieu chinois que nous appelons sociologie là, qui va nous détruire ça. Essayons de bâtir notre pays ensemble. Je vois, on dit c'est un frein contre les femmes, contre les jeunes. C'est pas tout à fait vrai. Si un jeune peut, vous voyez dans notre pays, 50 millions. Le jeune
par ces idées, trouvera les 250 millions. Moi, j'ai organisé. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'organisation d'une manifestation la dernière fois. De 0 francs. C'est un budget de 16 millions. Ben, les gens vont me reconnaître par rapport à ça. Un budget de 16 millions. Vous avez mais de 0 francs. En moins de 2 semaines, nous avons pu mobiliser et organiser l'événement. Et l'événement, c'est un événement sportif. Je vous dis, le nombre que nous attendons par rapport à l'événement là, on a eu 2 fois. Je demanderai aux jeunes potentiels candidats de se rapprocher de vous pour savoir. Pour avoir la magie. Laurent, on lance une caisse pour finir. En fait, pour finir, je voudrais d'abord préciser que, au-delà de tout, il faudrait que la Cour constitutionnelle décide du sort de cette loi. Et que le chef de l'État, comme l'a dit un de nos invités, une des personnes ressources que nous avons interviewées, que le chef de l'État demande qu'on fasse la relecture de ce code. Parce qu'en réalité, dans cet État, ça porte des gemmes de discrimination et de crise. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Et j'estime qu'il va falloir revoir cette copie-là, pour permettre à tout le monde que le jeu soit ouvert et transparent. Merci Laurent, Roland, Torenke, Stéphane, Toha, pour qui les 249 pour valider une liste aux législatives et les 250 millions sonnent bien comme une réalité normale à laquelle devront adhérer aussi facilement tous Béninois et qu'il exhorte tous les jeunes, oui, il a eu à le dire de manière insidieuse, tous les jeunes à se rapprocher de lui pour avoir la magie, pour entrer en possession des 249 millions. Merci pour la disponibilité. Moi, mon mot de fin. C'est ce qui s'éveille de mot de fin. Vous avez parlé à mon nom, mais je suis encore là. Non, ce que nous disons, c'est que c'est à l'exercice de ce code-là que nous allons nous rendre compte effectivement que, bon, quelque part, il vaut mieux qu'on travaille ensemble, il vaut mieux qu'on porte les idées ensemble que de vouloir aller en solo. Je donne une petite... C'est terminé pour ce débat, c'est terminé non seulement pour ce débat, c'est terminé pour Matin d'Éden. On ne peut pas... Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et c'était donc Matin d'Éden, la version, vous avez compris, un petit format de Matin d'Éden. La pluie hier en prit pas. Nous n'avons pas pu vous proposer toutes les rubriques, toutes nos excuses. Rendez-vous lundi pour le grand format de Matin d'Éden, le format normal de Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans je dirais dans 2 heures pour la première édition d'information à 13h.